Bonjour et bienvenue dans ce nouveau décryptage des marchés d'AGEAS Patrimoine que nous allons passer en compagnie de Bruno Demontron et Camille Barbier. Messieurs, bonjour. Bonjour Vincent. Alors Bruno, vous êtes responsable de la gestion action de la financière de la Cité. Tout à fait. Camille, vous êtes quant à vous président de Salamandre AM et accessoirement responsable de la gestion. Tout à fait. Alors, comme de coutume, messieurs, nous commençons cette émission avec les indicateurs synthétisés par AGEAS Patrimoine. Je vous rappelle que ces indicateurs sont notés de 1 à 5. Plus la note est élevée, plus le thème semble compter aux yeux des investisseurs. Alors, par rapport à la semaine passée, peu de changements, mais du changement tout de même. Les 50 milliards de dollars de sanctions décrétées par les États-Unis à l'encontre de la Chine ont provoqué des remous sur les marchés, ravivant les craintes de guerre commerciale. Le risque d'une altération de la croissance mondiale a monté, mais pas au point de détrôner l'inflation comme préoccupation première. Du coup, si la croissance est passée de 2 à 3, pour se situer désormais au même niveau que les matières premières et les devises, l'inflation campe toujours à 5. L'inflation est donc le sujet le plus important. Messieurs, est-ce que l'inflation est également, à vos yeux, la clé de l'évolution des marchés? Camille? C'est une bonne question. En effet, les marchés, Vincent, regardent toutes les données concernant l'inflation avec énormément d'attention. Ils ont raison, puisque en fonction des chiffres d'inflation qui vont sortir, des données relatives à l'inflation, on va pouvoir anticiper les actions des banques centrales sur les mois à venir. Je sens un mais. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que moi, je fais la différence entre ce qu'attendent les marchés aujourd'hui et finalement le contexte macroéconomique dans lequel on est, j'allais dire, depuis 20 à 30 ans. C'est-à-dire qu'on est dans une phase de développement économique mondial depuis 30 ans dans laquelle on assiste à une désinflation très très forte. On a même parlé à un moment de déflation. Exactement, et ça c'est justement, je voulais en parler Vincent, c'est-à-dire qu'il y a 3 ans, le risque que les investisseurs mettaient en avant, c'était le risque de déflation. Alors là, on avait moult papiers qui nous expliquaient que la déflation allait arriver demain dans nos pays développés. Et puis maintenant, 3 ans après, parce que l'économie s'est redressée, qu'on a une croissance qui, à mon avis, n'est pas soutenable au rythme actuel, les investisseurs ont l'impression que c'est l'inverse, c'est qu'on va se retrouver dans une inflation galopante qui sera Et ça, vous non n'y croyez maîtrisée. Je n'y crois pas pour plusieurs raisons. La première, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est sur un rythme de croissance à peu près 2,5% en zone euro, qui, à mon avis, n'est pas tenable sur le long terme. Tout simplement parce qu'on a une croissance potentielle qui a énormément baissé ces dernières années, qui est liée à plein de choses, et notamment au stigmate encore de la crise financière de 2007. Très peu d'investissements ont été mis en place en zone euro. On revient juste au niveau au-dessus de 2007, ce qui a joué à la baisse sur la productivité et la croissance potentielle. Donc aujourd'hui, la croissance que l'on a de 2,5%, avec une croissance à long terme potentielle de 1%, je vous pose la question, quelle est à votre avis la probabilité la plus élevée? Qu'on continue sur un rythme de 2,5%, qu'on revienne sur 1%. Donc c'est la raison principale pour laquelle vous ne croyez pas à l'inflation. Un autre élément, c'est la croissance des salaires. Les investisseurs ont été particulièrement choqués, ou en tout cas interpellés par, c'est le meilleur mot, interpellés par la hausse des salaires aux États-Unis au mois de janvier. On a augmenté à 2,8%. Ce qu'on n'a pas vu à ce moment-là, c'est que c'était des one-off, c'était des mouvements liés notamment à la réforme fiscale, l'augmentation de salaire chez Walmart, dans d'autres sociétés. Et puis, l'augmentation des salaires est revenue à un rythme qu'on avait connu l'année dernière, 2,5-2,6%. On a des salaires qui n'augmentent pas aux États-Unis et en zone euro. On pourra peut-être y revenir, mais qui sont, à mon avis, principalement liés au vieillissement de la population. Je crois qu'on va y revenir même tout de suite, parce que, Bruno, j'ai l'impression que vous ne partagez pas cette vue, et que les salaires, au contraire, aux États-Unis, vous préoccupent un petit peu. Tout à fait. Alors déjà, je vais avoir une vision opposée à celle de Camille. Bon, concernant l'inflation, la financière de la Cité, oui, c'est un facteur primordial dans notre choix d'allocation. Il n'y a pas que l'inflation, il y a la croissance ici qui est forte, mais on pourra y revenir plus tard. Concernant l'inflation, oui, pareil, sur ce sujet-là, je reviens des États-Unis il y a 15 jours. J'ai passé une semaine là-bas et j'ai rencontré une quarantaine de sociétés touchant à peu près tous les secteurs. Et concernant le one-off, je serais peut-être un peu moins affirmatif que ceci, parce qu'un mot revient
systématiquement, dans tous les secteurs, c'est augmentation salariale, augmentation des coûts de production. Et en interrogeant les différentes sociétés, en gros, on aurait en moyenne une anticipation de 5% de hausse des salaires sur l'année. Alors, on ne le voit pas encore sur le premier semestre, on risque de l'avoir sur le second semestre. Par contre, il y a des secteurs qui seront beaucoup plus affectés. Ce qui était assez remarquable, c'est dans le secteur pétrolier. On a une pénurie d'embauche, enfin de personnes embauchées, et là, on voit un manque de personnel qualifié, encore une fois. Tout à fait. Ils n'arrivent plus à embaucher, donc, notamment pour conduire des camions. Et ça se traduit là par des augmentations de salaire de l'ordre de 15%. Donc pour moi, aux États-Unis, la problématique hausse des salaires avec relais sur l'inflation, elle est bel et bien existante. Alors les salaires, c'est une partie de l'équation de l'inflation, parce que pour qu'il y ait véritablement un danger inflationniste, il faut qu'il y ait aussi répercussion des hausses de salaire dans les prix de vente. Est-ce que ça, c'est un scénario plausible ou pas, Bruno? Moi, concernant la répercussion sur les prix de vente, ce qui est important de voir, c'est le relais du crédit. On a eu un problème depuis un grand nombre d'années parce qu'il n'y avait pas le relais de crédit qui permet le multiplicateur de croissance sur les prix. Aujourd'hui, on voit qu'on a un crédit qui repart au niveau de la consommation. Et il y a un facteur démographique intéressant qui est en train d'arriver, c'est la partie millénium, qui n'était pas en phase de consommation ces dernières années pour des questions d'âge. Et on voit là aussi, au niveau des États-Unis, ça risque d'être la même chose en Europe, les mariages repartent, création de foyers, l'emploi repart, salaire, et tout ceci, ça va nous tirer la consommation, et pour moi les prix. Camille? Oui, non, mais je comprends les arguments que Bruno met en avant sont très intéressants. Surtout, tu es parti aux États-Unis, tu as discuté avec des chefs d'entreprise. Aujourd'hui, ce qu'on entend de l'autre côté de l'Atlantique, quand on écoute les discours à la fois en zone euro et aux États-Unis sur le 4e trimestre, c'est que globalement les marges sont élevées et que les entreprises vont utiliser ce coussin amortisseur pour ne pas augmenter les prix. Donc, moi, mon avis, mais on peut en débattre, c'est que les salaires ne vont pas augmenter. Tout simplement, il y a un mécanisme naturel qui a été mis en avant par des études académiques, c'est qu'il y a un vieillissement de la population. Aux États-Unis, il y a le départ des baby boomers à la retraite qui sont remplacés par des jeunes qui sont embauchés à des salaires plus faibles. On a étudié que 2/3 du manque à gagner en termes d'augmentation salariale provenait de ce phénomène. C'est un phénomène qui va durer encore pendant plusieurs années et qui va être complété, à mon avis, par toutes les thématiques, tu parlais des milléniaux, les thématiques d'intelligence artificielle, d'automatisation des tâches de production. Donc, mon avis, c'est que, les salaires vont avoir du mal tendanciellement à monter. On peut avoir des augmentations, tu as raison, secteur par secteur, ou même conjoncturellement sur une partie de cette année, puisque, je suis d'accord, il y a une partie des recettes supplémentaires liées à la réforme fiscale qui vont être utilisées pour augmenter les salaires. Je pense que c'est de la poudre aux yeux. Là, quand on regarde les rachats d'actions au premier trimestre, on est sur des niveaux historiquement élevés aux États-Unis. Donc, il faut faire très attention avec ça. Aujourd'hui, et c'est un phénomène qui, à mon avis, est mondial, la répartition de la valeur ajoutée se fait et va continuer à se faire au profit des actionnaires, des entreprises. On peut le déplorer, mais à mon avis, c'est ce qui va continuer. Alors, Camille, j'entends bien l'argument du vieillissement de la population. C'est en effet une tendance structurelle et qui doit peser normalement sur l'inflation et sur la croissance d'ailleurs. Les deux sont liés. Mais est-ce que la question, c'est pas aujourd'hui, plutôt, et ça c'est une question que j'ai déjà posée aussi à ceux qui vous ont précédé dans cette émission, est-ce que la question, c'est pas plutôt celle de la sensibilité des marchés à une légère mauvaise surprise en matière d'inflation? Parce que ce que décrit finalement Bruno, ce qu'il a constaté empiriquement, ce sont des hausses de salaire qui sont programmées. Et donc, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un léger décalage par rapport aux anticipations qui provoquerait une perturbation sur les marchés taux et par réaction sur les marchés actions? Bruno? Moi, ce qui m'intéresse, c'est clair qu'on ne va pas revenir dans une problématique d'inflation comme on a connu dans les années 90 à 4%. Ce n'est pas le sujet. Ça, on n'aura pas. Mais par contre, passer, typiquement, on était à, je ne sais plus, en Europe, inférieur à 1, il y a 1%. Ouais. Voilà. Revenir vers les 1,5, 2 aux États-Unis, on sera 2,5, 3. Ça
ça nous permet de changer la structure, et ça Camille pourra très bien en parler, la structure de la courbe des taux. On pourra avoir une légère quantification, ce qu'on n'a pas connu depuis de nombreuses années de la courbe des taux. Et là, moi, en termes de stratégie au sein de la gestion action, ça change tout. Par exemple, pendant des années, on était dans des problématiques de déflation, ça se traduisait par une allocation des valeurs de croissance versus les valeurs value. Pourquoi? Parce qu'on cherchait les entreprises qui étaient capables d'innover pour augmenter leurs prix. Bon, ça, on va dire, c'est 2010 à mi-2016. Du moment où on a les anticipations d'inflation qui repartent, la courbe des taux qui commence à se quantifier un petit peu plus, là, on n'est plus dans une problématique de valeur de croissance, on passe dans une problématique de valeur de value. Et là, en termes de flux d'allocation, au fur et à mesure, tous les fonds qui ont bien fonctionné, qui étaient sur les types santé, GAFA, donc les Apple, les Microsoft, les Google, etc., vont commencer à s'intéresser aux valeurs complètement oubliées, de type industriel, bancaire aux États-Unis et matières premières. Donc on va avoir des réallocations, selon vous, Bruno, dans les portefeuilles actions. Liées à cette problématique-là. Avec le thème de la value qui va redevenir prédominant. Et l'autre facteur, c'est la croissance internationale. La conjonction de la croissance américaine, européenne et émergente fait qu'on risque d'avoir on devrait avoir un rebasculement sur tout ce qui est cyclique aussi. Est-ce que ce thème de la resynchronisation, il est selon vous bien évalué, bien pricé par le marché? Pour moi, il est sous-estimé par les marchés aujourd'hui. Alors là, il y a encore une divergence. Non, pas du tout. Alors, en fait, je suis assez d'accord. Je pense que là, on a une croissance mondiale qui tourne à 4%. Je pense que ça va continuer encore quelques trimestres. C'est intéressant aujourd'hui de jouer les sociétés cycliques. Mais par contre, je ne suis pas d'accord avec le constat de base qui est de dire on va avoir derrière de l'inflation. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais je pense que cette réflexion, elle est intelligente, mais elle se réfère trop à ce qui s'est passé dans le passé. Aujourd'hui, on est dans une concurrence mondiale qui est exacerbée. Les nouvelles technologies de l'information rabattent toutes les cartes. Regardez ce qui se passe avec Amazon Casino. Voilà, Casino va être obligé de baisser ses prix chez Monoprix pour pouvoir vendre et concurrencer Leclerc qui arrive sur Paris. Ce qui se passe là, c'est un exemple type de ce qui se passe à l'échelle mondiale. Donc, de mon point de vue, attendre un redémarrage des indices de prêt à la consommation, c'est une illusion. Donc derrière, ça va se traduire par quoi? Par des taux d'intérêt à long terme qui vont rester capés. Regardez le taux 10 ans américain. On nous a expliqué en début d'année que ça allait être terrible. Bon, on est monté pratiquement à 3%, ça stagne à 2,80. En zone euro, c'est monté à 80 centimes, on est monté à 0,80%. On est revenu, il y a eu un petit changement de benchmark, mais s'il n'y avait pas eu ce changement de benchmark sur le 10 ans, on serait au même niveau qu'à la fin de l'année. Voilà. Reprenez tous les papiers qui sont sortis sur l'hydre d'inflation à la fin de l'année. Il ne s'est rien passé. L'inflation en zone euro, l'inflation aux États-Unis, elle est étale. Donc il pourrait peut-être y avoir en milieu d'année un petit pic, je ne l'exclus pas, mais les forces des inflationnistes sont tellement fortes à l'échelle mondiale que c'est un phénomène qui ne viendra pas être perturbé par simplement un petit pic de conjoncture. Bon, là, on a deux visions qui sont assez différentes. L'un qui ne croit pas au retour de l'inflation pour des questions structurelles, finalement, structure démographique, des tendances de fond, le fait aussi que, aujourd'hui, on n'est pas... Selon vous, Camille, de véritables tensions sur les salaires. Là, on a une vision opposée. Bruno, plutôt une inflation par les salaires aussi, et puis par la consommation. Oui. Enfin, là, j'ai, on va dire, une vision plutôt constructive pour les 9 mois à venir, globalement, sur le marché action. Moi aussi, à ces facteurs-là. Moi aussi, mais pas pour, pas pour les mêmes raisons. Parce que je pense que si on anticipe une augmentation des taux d'intérêt, il faut voir ce qui s'est passé en janvier-février. Si les taux d'intérêt repartent à la hausse brusquement, c'est comme ça que ça se passe avec les taux. Hein. C'est pas smooth, tranquille, on s'habitue. Non, c'est très violent. Là, derrière, les investisseurs prennent peur et on a une chute des actifs financiers. Donc, j'allais dire, bien sûr, on est sur une dynamique de conjoncture qui est bonne, qui est en train de décélérer. Il faut regarder ça. Les derniers indicateurs avancés sont peut-être un petit peu inquiétants, notamment sur la partie export. Mais pour moi, le principal à monitorer, c'est le fait que la courbe des taux ne se quantifie pas trop fortement. Parce que, OK, ça va être très bien pour les banques, mais pour un certain nombre d'autres entreprises très endettées, l'endettement a quand même énormément augmenté au cours de ces dernières années, ça risque, si ça arrive, ce que je ne crois pas, d'être assez catastrophique. Alors, le temps file. Je vais vous demander à l'un et à l'autre un peu comment, justement, vous
piloter votre gestion en fonction de vos conclusions respectives. Alors, Bruno, si j'ai bien compris, vous dites plutôt place à la value aujourd'hui? Oui, tout à fait. En fait, donc, pour ma part, j'ai géographiquement 2 jambes d'investissement. C'est l'Amérique du Nord et l'Europe. Ce que j'aime bien dans le marché nord-américain, c'est la profondeur et la liquidité. L'Europe, il y a le côté procyclique qui est plutôt sympathique. Aujourd'hui, en termes de valorisation, l'Europe est quand même très intéressante. Donc, je suis plutôt surpondéré sur l'Europe. D'autant plus que le value et le côté cyclique lié à l'international se trouvent assez présents en Europe de par l'industrie. Et vous croyez à la vigueur de la resynchronisation économique? Ceci est tout à fait vrai. Et d'autre part, j'aime bien investir là où j'ai la plus grande visibilité. Donc, en termes de visibilité, on a eu quand même pas mal de plans de lancement d'infrastructures sur la dernière année. On en a eu au niveau des États américains, on en a en Europe, notamment Grand Paris en France. Et en Asie ça se développe pas mal. Donc, dans tout ce qui est infrastructure, donc industriel, réseau, télécom, pas les opérateurs, mais tout ce qui est développement 5G ou fibre optique, on a pas mal de choses à faire là-dedans. Et par ailleurs, avec les anticipations peut-être d'inflation ou même l'accélération de la reprise émergente, il y a tout le côté commodities et pétrole qui sont aujourd'hui assez attrayants et qui apportent des valorisations plutôt sympathiques vu que c'est des secteurs qui ont été complètement oubliés depuis ces 3 dernières années. Donc vous dites, il ne faut surtout pas sortir des actions, mais il faut réarbitrer dans les portefeuilles. Oui. Les secteurs sur lesquels tout le monde est allé, à l'image des valeurs Internet ou de la santé, bon là ça a été un peu plus délaissé, mais aujourd'hui on a des risques de liquidité pour moi dans ces secteurs-là. Et ils ont été beaucoup trop animés ces derniers temps. Camille. Alors, bon, je suis globalement d'accord avec ce qu'a dit Bruno. Je pense, alors on est principalement des gérants obligataires chez Salamandre. Et sur la partie, rapidement sur la partie action, on pense qu'on est sur des niveaux, surtout en zone euro, très intéressants en termes d'achat, parce que en fonction des prévisions de résultats, on est entre 12 et 13 de PE. On a baissé comme les États-Unis, sauf qu'on n'avait pas monté comme eux. Donc aujourd'hui, on est sur des niveaux de valorisation à peu près sur le niveau de 2015. Donc c'est quelque chose, à mon avis, de très intéressant de rentrer sur les actions aujourd'hui. Surtout que la dynamique économique, à mon avis, va s'essouffler en zone euro. Je ne dis pas qu'on va partir en récession. Je dis simplement, je reprends mon argument de tout à l'heure, qu'à 2,5%, on est 1,5 point au-dessus de la croissance naturelle de la zone euro. Donc naturellement, les probabilités font qu'on va revenir sur d'une croissance de 1,5%, ce qui sera suffisant, parce qu'il y a un effet de levier intéressant sur les actions européennes. Donc c'est ce qui sera suffisant pour générer une augmentation des résultats. Donc je pense que les actions européennes sont à privilégier. Sur la partie obligataire, je distingue, mon avis, la tendance de fond qui est plutôt à la désinflation, donc à un maintien des taux d'intérêt bas, de la perception des investisseurs qui attendent une volatilité importante des taux. Donc, là, il faut être très, très réactif. On ne peut pas se contenter d'avoir une position de duration, de la tenir, etc. Donc, il faut, à mon avis, bien utiliser les couvertures pour générer de l'alpha dans ce marché obligataire très compliqué. Dernier point, il faut faire attention aux sociétés qui sont très endettées. On voit qu'aujourd'hui, ces derniers jours, ces dernières semaines, le marché est en train de focaliser sur un certain nombre de sociétés. Alors, on avait SFR l'année dernière, là, on a Casino, alors avant l'histoire avec Amazon, mais qui était un peu sous le feu des projecteurs. Il faut faire attention parce que les marchés sont en train de regarder les entreprises très endettées et qui ont un business, une génération de cash flow qui est assez faible. Donc, il y a un certain nombre de noms, je ne vais pas tous les citer, mais à mon avis, le marché va être plus sélectif qu'il n'a été sur le marché du crédit. Donc, pareil, sur le marché du crédit, il faut adopter une démarche flexible et pas simplement faire du portage. Donc, le maître mot, c'est sélectivité. Exactement, et flexibilité. Flexibilité, et on a bien compris, la value a de beaux jours devant elle, en tout cas dans les mois qui viennent. Tout à fait. Messieurs, merci beaucoup, et on a tenu le chrono. Bravo. Merci.